Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Elisabeth Klarer, une histoire fascinante et bien mystérieuse qui a fait couler beaucoup d'encre et sur laquelle des scientifiques se sont penchés avec grand intérêt. En effet, entre autres aventures extraordinaires, Elisabeth Klarer aurait porté l'enfant d'un extraterrestre. Elisabeth Klarer, donc née en 1910 à Moy River, dans la province reculée du Natal, en Afrique du Sud. Elle passa son enfance dans une ferme isolée où elle apprit très jeune et de façon totalement autodidacte à communiquer avec les Zoulous et à parler leur langue, très simplement, comme une seconde nature. Puis ensuite, ses parents l'envoyèrent en Angleterre où elle y a fait ses études. Elle manifesta très vite de stupéfiantes aptitudes dans diverses disciplines, tellement variées. À l'âge de 20 ans, par exemple, elle jouait à la perfection de plusieurs instruments de musique. Elle était aussi capable de piloter des gros avions et avait déjà atteint une certaine notoriété en tant qu'environnementaliste. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle travaillait à la fois au décodage de certains messages cryptés de l'état-major allemand pour le compte de l'armée britannique et un programme de recherche ufologique financé par le gouvernement sud-africain. Après la guerre, elle retourna s'installer chez elle dans la maison qui l'a vue naître et en 1955 et 1956, une soucoupe volante survola à plusieurs reprises sa ferme. Alors qu'elle effectuait une randonnée un an plus tard sur le haut plateau de Katzin Peak dans la région de Drakensberg, elle se retrouva nez à nez avec un être. Cet être était grand, blond, de noble prestance. Elle le connaissait déjà parce qu'elle l'avait vu au cours d'un de ses flashs médiumniques en train de piloter une soucoupe volante, la même soucoupe volante qui avait survolé sa maison l'année précédente. Il se présenta à elle sous le nom d'Akon et dit qu'il venait de Méton, une planète appartenant au système de Proxima du Centaure. Celui-ci allait bientôt devenir le père d'un de ses enfants. Il invita, lors de cette rencontre, à le suivre à bord de son engin. Puis, elle disparut complètement des radars de notre monde durant près d'un an. Son retour sur Terre, elle était enceinte de 4 mois et durant les semaines qui suivirent, elle a été harcelée. Pourquoi? Parce qu'une personne un peu indélicate et indiscrète de son entourage avait transmis des informations sur son mystérieux voyage, à la fois à la CIA et au service secret russe. Ces derniers voulaient absolument s'emparer du futur enfant des étoiles, hein, parce que ils voulaient l'étudier. Voilà, hein, c'était précieux pour eux. Ils essayèrent même de la kidnapper, mais elle parvint de justesse à leur échapper. Avec ce temps passé ailleurs que dans notre monde, elle avait appris à communiquer de manière télépathique avec les Métoniens, donc les habitants de la planète Méton, et demanda alors à Con de revenir la chercher. Reviens me chercher, je suis en danger.
Et puis, elle accoucha de leur enfant prénommé Ailing. C'est beau, non? Il y a une vibration. Ailing. J'aime beaucoup. Il est né sur la planète Méton, donc. Mais Elisabeth a eu du mal, avait vraiment du mal à s'acclimater hein, aux vibrations très élevées du champ magnétique de cette lointaine planète et elle dut finalement se résoudre à revenir définitivement sur la Terre où elle avait aussi une mission à accomplir. Con et leur fils Ailing, quant à eux, demeurèrent sur la planète Méton hein, et restèrent en contact avec elle sous forme de rencontres télépathiques et de matérialisation holographique. Ils restèrent en contact de cette manière-là jusqu'au jour de sa mort terrestre en 1994. Tous les épisodes de sa vie sont d'ailleurs retranscrits hein, dans son livre Beyond the Light Barrier, au-delà de la barrière de lumière. Ce livre, à ce jour, n'a malheureusement jamais été traduit en français. Donc, Elisabeth est revenue sur Terre après avoir couché de son fils Ailong et depuis son retour sur la Terre, le département britannique de la Défense a toujours manifesté un intérêt particulier pour les expériences qu'Elisabeth a vécues, pour son histoire. Son histoire a attiré l'attention des gouvernements de plusieurs autres pays. Hein. C'est vous dire, c'est allé très très loin au niveau de la crédibilité de cette histoire. En particulier aux États-Unis, en Allemagne et en Russie, ils ont été très très intrigués, intéressés par cette histoire. En 1975, elle fut même applaudie à Wiesbaden par un groupe de scientifiques représentant pas moins de 22 nations après avoir donné une conférence sur les propriétés de la lumière. Elle prononça évidemment d'autres discours qui suscitèrent également l'enthousiasme, aussi bien aux Nations Unies qu'à la Chambre des Lords. Elle avait commencé la rédaction d'un second livre intitulé Le fichier de la gravité. Mais hélas, avant de l'avoir fini, elle a été emportée par une longue maladie en 1994 donc. Mais son histoire continue aujourd'hui de faire rêver et d'inspirer de nombreux spiritualistes, tout en demeurant un grand mystère, voire une énigme dérangeante pour certains esprits cartésiens, voire étriqués. Je vous propose maintenant de vous rapporter quelques extraits inédits des 2 dernières interviews qu'elle avait accordées juste avant de quitter ce monde. Pouvez-vous nous décrire la soucoupe qui vous avait amené jusqu'à la planète Méton? Elle était parfaitement circulaire et son diamètre était d'environ 6 mètres, avec une coque très large et un dôme aplati en son centre, avec des hublots tout autour. Elle projetait un éclat argenté qui ne provenait pas de la réflexion de la lumière du soleil, hein, mais de son propre rayonnement. Lorsque ce type de vaisseau prend de la vitesse, le rayonnement s'intensifie et tout se met à briller, à scintiller. L'intérieur était splendide et éclairé d'une lumière douce et agréable, dont on ne percevait pas la source. Les murs même changeaient de couleur lorsque le système était mis sous tension. Il passait du rose au jaune, puis du vert au bleu. Y a-t-il une raison à cela? Oui, les soucoupes ont la possibilité de s'immobiliser dans l'espace, ou au contraire de se déplacer quasi instantanément d'un point à l'autre de la trame universelle. Leur vitesse de déplacement est associée à des changements de fréquence qui ont une incidence sur leur structure chromatique. Et les vaisseaux mères fonctionnent suivant le même principe et irradient également de merveilleuses couleurs. De combien de personnes était composé l'équipage de la soucoupe à bord de laquelle vous avez voyagé? Ils étaient 2. Et ils étaient tous les 2 astrophysiciens et l'un d'eux était également biologiste. Ils s'intéressaient principalement à la faune et à la flore des planètes habitées qu'ils visitaient. Elisabeth, pouvez-vous nous donner des informations sur les techniques et matériaux utilisés pour construire ces vaisseaux? Eh bien, les vaisseaux sont créés dans l'espace par condensation de flux énergétiques.
puis ils sont ramenés jusqu'à la surface de la planète dont ils dépendent au moment de la finition intérieure. Mais l'essentiel du fuselage est formé dans l'espace de manière à optimiser sa conductivité énergétique. Est-ce qu'un métal particulier est utilisé pour leur construction? Non, non, cela n'a rien à voir avec du métal. Au niveau de l'aspect extérieur, ça ferait plutôt penser à de la porcelaine très fine. Mais la seule substance entrant dans la composition intrinsèque des vaisseaux, c'est la lumière. Combien leur faut-il de temps pour construire un vaisseau? Pour créer le fuselage complet, il leur faut l'équivalent d'environ 15 minutes de temps terrestre, le temps d'harmoniser leurs vibrations à celles de l'entité du futur vaisseau. Il est alors créé de manière virtuelle, hein. Il faut ensuite une quinzaine de jours pour le matérialiser complètement à partir de l'énergie cosmique naturelle. Pourriez-vous nous dire quelques mots concernant le vaisseau mère où vous avez voyagé? C'est un immense vaisseau cargo pouvant contenir environ 24 soucoupes. Chacune est prévue pour transporter 2 personnes. Il a la forme d'un cigare, mais son aspect varie en fonction de la lumière. Sous certains angles même, il semble presque circulaire. Mais ces vaisseaux sont de véritables villes, hein. Certains font plus de 10 mètres de long et contiennent non seulement des maisons, mais aussi des arbres, des fleurs et des lacs magnifiques. La plupart transportent des soucoupes qui servent en général de navettes, mais certaines de ces soucoupes ne sont que des hologrammes destinés à habituer les terriens à l'existence des extraterrestres. Par exemple, quand le vaisseau arrive à proximité d'une planète, il se positionne généralement en orbite géostationnaire à environ 1500 km de la surface. Il fonctionne en totale autarcie et peut accueillir au moins 5000 passagers. L'énergie autoproduite par le vaisseau suffit à la croissance et la maturation des végétaux dont ils se nourrissent, à l'exclusion de tout aliment carné. Il n'y a pas de viande. Elisabeth, peut-on voir ce qui se passe à l'extérieur du vaisseau depuis l'intérieur de celui-ci? Eh bien, non seulement on peut tout y voir, mais y compris à travers des obstacles solides. On peut zoomer sur n'importe quel point de l'espace sans altérer la qualité des images, mais on peut obtenir le même résultat avec le son. Les vaisseaux ont-ils un armement à leur bord? Sont-ils armés? Non, non, ils sont équipés de déflecteurs qui leur permettent, en cas vraiment de nécessité, d'immobiliser certains projectiles, hein, y compris des éventuels missiles. Les membres du vaisseau mère à bord duquel vous avez voyagé viennent-ils tous de Méton? Ils appartiennent tous à la Fédération des planètes qui regroupe la plupart des planètes et des lunes habitées de notre système solaire. Mais d'autres planètes sont actuellement en cours d'aménagement, notamment dans le système de VK, en vue d'y accueillir les humains. Comment sont les habitants de Méton par rapport aux terriens? Ben, ils sont plus grands, plus beaux, plus évolués et plus pacifiques. Ils s'habillent et se nourrissent de manière beaucoup plus simple et naturelle que nous. Ils vivent bien plus longtemps, jusqu'à plusieurs centaines d'années. Proxima du Centaure ne produit aucun rayonnement susceptible de brûler la peau ou de perturber le fonctionnement de l'organisme. C'est pour ça que les métoniens se contentent de vêtements de soie légers et agréables. Et tout est gratuit. D'ailleurs, il existe des fermes à soie, SOIE, où chacun se sert librement selon ses goûts. Ce serait comme aller faire du shopping gratuitement. Tout ce qui est nécessaire à la vie est disponible en abondance et il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de troc. C'est juste disponible pour tout le monde. Ça fait quand même rêver. À quoi ressemble la planète en elle-même? La planète Méthane est légèrement plus grande que la Terre. Elle est recouverte de vastes mers et les terres sont toutes des îles. Il n'y a pas de continent.
Le climat est merveilleusement doux et la luminosité agréable. La végétation est luxuriante et les éléments ne provoquent jamais de catastrophe ni de cataclysme quelconque. Ils sont totalement sous contrôle des habitants parce qu'ils ont des milliers d'années d'avance sur nous, non seulement au niveau technologique, mais surtout au niveau spirituel. Pouvez-vous nous décrire l'organisation politique et sociale sur Méthode? Eh bien, il n'y a ni loi, ni argent, ni système politique, car tout repose sur l'harmonie, le partage et la fraternité. Il n'y a ni criminels, ni délinquants. Les Métoniens sont des êtres extrêmement doux, gentils et hospitaliers. Leurs maisons sont belles, hein, lumineuses et construites à l'aide de matériaux transparents qui les rendent particulièrement confortables et accueillantes. Les médecins se consacrent exclusivement à des activités d'études ou de recherche sur d'autres planètes, puisqu'il n'y a pas de malades chez eux. Ils n'ont pas d'ennemis, il n'y a aucun prédateur sur Méthode. Leur principale préoccupation est que tout soit beau autour d'eux. Ils ont un sens artistique inné. Leur musique et leurs peintures sont merveilleuses. Ils affectionnent particulièrement les jardins fleuris, les papillons et les oiseaux. D'ailleurs, ils communiquent avec eux de manière télépathique. Les Métoniens n'utilisent ni livres ni ordinateur et la plupart du temps, ils communiquent non seulement avec leurs animaux, mais également entre eux par télépathie. C'est d'ailleurs ainsi que se transmet l'éducation. C'est de cette manière que se réalisent la plupart des échanges d'informations entre les êtres évolués qui habitent notre univers. Hein. Les êtres évolués qui habitent notre univers euh, communiquent de manière télépathique. Et d'ailleurs, cette méthode m'a été enseignée par Akon. Il m'arrive d'être en relation harmonique avec leur vaisseau pour accompagner l'un des leurs à travers la barrière de lumière, pour l'accompagner à traverser les terres avant de rejoindre la banque d'informations où ils stockent leurs connaissances. Comment se déroule la vie des femmes sur Méthode? Les femmes n'ont pas à accomplir les mêmes travaux que sur la Terre. La lumière se substitue à la force physique. Par exemple, la nourriture n'est pas cuisinée, mais elle est préparée grâce à la lumière. Les méthoniens sont moins nombreux que les terriens, mais il arrive à certains couples d'avoir beaucoup plus d'enfants. Cela provient de ce qu'ils vivent bien plus longtemps que nous et peuvent continuer à avoir des enfants durant plusieurs centaines de nos années terrestres. Il n'y a aucun problème lié à l'âge hein, et ils recourent cependant souvent à des contraceptifs naturels pour éviter de se retrouver confrontés aux problèmes récurrents de surpopulation que nous connaissons sur la planète Terre. Il n'y a ni mariage ni divorce. Une fois qu'ils ont trouvé leur compagne ou leur compagnon, ils restent ensemble pour la vie. Et si l'un des deux est victime d'un accident, il se réincarne, il revient tout simplement dans la même maison pour suivre et terminer son incarnation à côté du même partenaire. Elisabeth, vous avez mentionné l'existence de 7 planètes autour de Proxima du Centaure. Comment se nomment les autres? Elles n'ont pas vraiment de nom, seulement des nombres harmoniques. Akon m'avait donné le nom de Méthode pour faciliter nos communications personnelles, mais les habitants de Méthode n'utilisent jamais ce nom. Que représente le temps pour eux? Comment le mesurent-ils? Oh, et ils ne se préoccupent pas du temps. De toute façon, leur système tristellaire ne leur permettrait pas de le faire, car il n'y a jamais de nuit ni de transition entre les journées sur Méthode. Quand la plus petite étoile Proxima Alpha C se couche, les 2 autres soleils, Alpha A et Alpha B, se lèvent. Ils sont plus éloignés de Méthode que Proxima, mais beaucoup plus gros. Leur lumière produit sur Méthode à peu près le même niveau d'ensoleillement que celui provenant de Proxima, malgré la distance plus grande et leur vibration moins rapide. Je présume que Méthode se trouve dans une dimension plus élevée que la Terre, qui, elle, est en 3e dimension.
Oui, c'est une dimension plus élevée, mais c'est une dimension qui demeure proche de la matière. Ce n'est pas une dimension totalement spirituelle comme l'est la cinquième dimension. Pour en revenir aux vaisseaux mers, vous avez dit qu'ils sont construits dans l'espace. Mais comment cela est-il possible? En réalité, il ne s'agit pas exactement de construction comme on peut l'entendre sur Terre, mais plutôt de création. Ils sont créés dans l'atmosphère des planètes, puis assemblés sur les planètes elles-mêmes. Les plus anciens furent conçus il y a des millions d'années et construits par des Vénusiens. En effet, après avoir colonisé la Terre, ils comprirent qu'ils ne pourraient pas continuer à y habiter. Ils décidèrent alors de réaliser plusieurs immenses vaisseaux pour amener le maximum de personnes ainsi que des spécimens de notre faune et de notre flore. D'ailleurs, c'est en raison de la nature instable de notre Soleil et des cataclysmes qui se produisaient régulièrement sur la Terre que les Vénusiens décidèrent de la quitter. Ils se mirent alors en quête d'un système qui soit assez proche de notre système planétaire, tout en étant mieux adapté à leur mode de vie et de pensée. C'est comme ça qu'ils découvrirent Proxima Centauri, qui était d'une étoile semblable au Soleil, mais bien plus âgée et donc beaucoup plus stable. Ils s'installèrent finalement sur Méton, qui est actuellement la planète qui compte le plus de Vénusiens, parce qu'elle ressemble beaucoup à Vénus, telle qu'elle était à l'époque où ils y vivaient encore. Les conditions atmosphériques et climatiques, ils sont à peu près identiques et surtout son taux vibratoire est bien mieux adapté que celui de la Terre et leur niveau de conscience actuel. Ils ont cependant encore des bases sur la Lune, sur Mars et sous la Terre et ils continuent régulièrement à les visiter. Les Vénusiens ont-ils joué un rôle en Lémurie et en Atlantide? Oui, tout à fait. Atlantis était leur base principale et ils en avaient une autre aussi en Amérique du Sud. Les Incas, d'ailleurs, étaient les descendants directs des anciens colons vénusiens. Il y avait également une base vénusienne dans la région de la Cordillère des Andes. Ils y sont restés jusqu'au grand bouleversement de l'Atlantide, qui ont profondément modifié la topographie des Andes. Les éruptions volcaniques ont soulevé cette région. La partie la plus fertile est devenue aride et montagneuse. Il subsiste d'ailleurs des vestiges de cette civilisation au bord du lac Titicaca et aussi sous le lac. Vous dites que seule une petite partie des terriens est originaire de Vénus. Donc, d'où vient le reste de la population terrestre? La population terrestre actuelle était à l'origine essentiellement composée d'indigènes autochtones, descendants d'anciennes races issues de croisements génétiques auxquels il faut ajouter un petit groupe d'anciens colons vénusiens qui choisirent de rester lorsque la majorité d'entre eux émigrèrent à destination de Proxima Centauri. Donc ceux qui ont choisi de rester l'ont fait pour pouvoir continuer à veiller sur la Terre, sur la planète, et aussi pour encadrer l'évolution des terriens de souches terrestres. Actuellement, les Vénusiens cherchent à préserver la vie sur Terre et à la réinsuffler, non seulement sur la planète Vénus, qui était à l'origine parsemée de mers et recouverte d'une flore luxuriante, comme l'est celle de Méton, mais aussi sur la planète Mars, car l'avancement technologique de leur civilisation et leur haut degré de spiritualité leur permet désormais d'accomplir la mission à laquelle ils se préparent depuis des milliers d'années. Leur mission est la suivante: rendre la plupart des systèmes planétaires de notre galaxie habitables par des humains. Mais comment cela est-il possible puisque les scientifiques prétendent que le Soleil est en train de mourir? Le Soleil n'est pas du tout en train de mourir, simplement de se transformer. Il produit actuellement plus d'énergie qu'il en absorbe, donc il se refroidit. Mais pendant que le Soleil se refroidit, Jupiter, lui, se réchauffe.
et s'embrasera dans un futur très proche. Notre système solaire deviendra alors bistellaire, car Jupiter est en train de devenir une étoile. Conclusion, il y aura bientôt 2 soleils dans notre ciel. Depuis combien de temps y a-t-il des humains sur Terre? Les terriens d'origine remontent à l'époque des dinosaures. Au moment de leur disparition, il y a eu une période de très grande activité solaire. Le rayonnement ultraviolet détruisit une grande partie de la faune et de la flore. Les survivants des anciens autochtones, qui étaient peu nombreux, se réfugièrent dans des grottes, mais pas pour se protéger du froid ou des prédateurs, non, non, pour se protéger de certaines radiations. Et ils ont vécu grâce à l'aide des Vénusiens. Elisabeth, entre nous, êtes-vous la flamme jumelle d'Akon et provenez-vous de la même conscience originelle? Ou bien est-il pour vous une sorte d'âme sœur avec laquelle vous avez déjà partagé d'autres existences? Nous sommes tous deux originaires de la même planète et nous sommes effectivement tous deux des flammes jumelles depuis toujours parce que nous avons la même conscience unitaire. Je me souviens parfaitement de mon existence précédente sur Vénus aux côtés d'Acon et nous avons toujours vécu ensemble à travers les âges. Je n'avais jamais vécu sur Terre jusqu'à cette présente incarnation d'Élisabeth. 2 âmes sœurs sont tout l'une pour l'autre et aucun autre être au monde ne peut leur apporter la même plénitude. Tous les êtres que vous avez vous-même rencontrés depuis le commencement de vos multiples incarnations, tous les maris ou toutes les femmes que vous avez eus, tous vos anciens amants et toutes vos anciennes maîtresses vous ont quitté parce qu'ils ne vous étaient pas accordés harmoniquement. Vous avez peut-être été ensemble un moment, mais comme un pot et un couvercle qui ne s'adaptent pas. Tandis que 2 âmes qui ont été conçues ensemble au sein de la grande matrice originelle sont absolument faites l'une pour l'autre. Rien ne peut les séparer. Pas même des années-lumière. Et elles n'ont aucune crainte de l'être. Lorsque dans un couple, l'un ou l'autre a peur que l'on vienne séduire son partenaire, et rien en effet ne peut empêcher que cela se produise, c'est que ce partenaire n'est pas le bien-aimé véritable, il n'est pas l'âme sœur. Une femme aime un homme, mais il l'abandonne. Un homme aime une femme, mais elle part avec un autre. Les âmes sœurs, au contraire, se reconnaissent avec une certitude absolue et ne peuvent se quitter. Il nous est cependant arrivé d'être séparés durant de courtes périodes. Ainsi, j'ai un travail à terminer ici et Akon en a un autre à accomplir sur sa planète. Ma mission consiste à expliquer la réalité extraterrestre et à parler de leur civilisation pour préparer les gens à la future intervention sur la Terre. Je dois aussi leur expliquer ce qui risque de se produire si nous ne nous comportons pas correctement envers la nature. Le niveau d'avancement des méthoniens semble tel que nous aurions pu supposer qu'ils avaient déjà dépassé le plan physique et qu'ils aient définitivement rejoint les plans de conscience plus spirituels. Pourquoi ont-ils encore des corps physiques de matière comme les nôtres? Parce qu'ainsi, il leur est plus facile de communiquer avec les civilisations qui évoluent dans la matière dense. Il n'y a d'ailleurs pas d'inconvénient pour eux à rester dans le plan physique. Ils sont toujours en bonne santé et ils ne subissent pas les effets négatifs du vieillissement. Et puis, ils semblent bien apprécier la vie physique et ils sont libres de tout karma. Voilà les amis, c'était la fabuleuse histoire d'Elisabeth Klarer. Je sais pas pour vous, mais moi, j'irai bien faire un petit tour sur Milton. D'ici là, prenez soin de vous sur cette planète ou sur une autre. À très vite.